Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Le générique vous l'a indiqué. Kivu-Nabiso, c'est maintenant. Dans Kivu-Nabiso, nous parlons des questions qui nous préoccupent. La population du Nord et du Sud Kivu qui copie sous le poids de l'occupation reste la population congolaise. La radio-télévision nationale congolaise de Kivu-Nabiso, c'est le cordon ombilical que nous maintenons pour que nous n'oublions pas ce qui s'est fait sur place. Les crimes qui sont commis devront être sanctionnés un jour ou un autre. Et ce soir, nous avons décidé de parler de la justice. Et pour ce faire, nous avons invité deux personnalités. À ma gauche, l'abbé Jean Bosco Bahala. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je ne vais pas me risquer à le présenter. Il représente toute l'histoire de ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez le découvrir. Il a été dans tous les coups. Il a des détails d'informations qui vont certainement vous servir et garder ce cordon ombilical entre la partie Est sous emprise rwandaise et l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et à ma droite, nous avons invité l'honorable Ayoubangira Safari. Il est élu de Massissi, mais comme vous devez vous souvenir, il n'y a pas eu d'élection en 2018 à Massissi. Il rempile donc... Bonsoir, honorable. Bonsoir. La question que nous allons aborder est une question délicate, c'est une question de la justice, mais avant d'y entrer de plein pied, je vous propose de suivre cette chronique. 4 mois après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le mouvement armé M23, soutenu par le Rwanda, la situation sécuritaire demeure fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur les lignes de front, la paix reste précaire. Les affrontements sporadiques continuent de menacer le fragile espoir d'un retour à la stabilité. Si les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affirment respecter le cessez-le-feu, la brigade avancée du Rwanda au Congo, elle, multiplie les attaques. Dans le territoire de Walikale, sur la ligne de Pinga, plusieurs positions de l'armée congolaise ont été visées ces dernières semaines. Toutes ont été repoussées, selon l'armée. Sur l'axe Massissi-Kachebere-Kibati, entre Massissi et Walikale, les scénarios se répètent. Accrochage, riposte et villages vidés de leurs habitants. Des familles entières fuient les combats, laissant derrière elles leurs champs, leurs maisons et parfois leurs proches. Dans la province du Sud Kivu, le M23 a également intensifié les offensives, tentant d'ouvrir un couloir vers Uvira et les hauts plateaux. Mais là encore, les forces armées congolaises affirment avoir repoussé chaque tentative dans le cadre de la légitime défense. La riposte coordonnée et vigoureuse, d'une rare intensité, selon plusieurs sources militaires, qui ont permis de neutraliser les ambitions belliqueuses de l'AFCM 23, brigade avancée du Rwanda au Congo. Dans une interview accordée à nos confrères de la Deutsche Welle, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a réagi d'un ton ferme. L'armée congolaise ne se laissera pas faire. Nous défendrons la nation jusqu'au bout, a-t-il déclaré, dénonçant ce qu'il appelle les provocations répétées de la coalition meurtrière AFCM 23. Mais les violences ne s'arrêtent pas aux lignes de front. Selon les témoignages recueillis sur place, le M23 continue de recruter de force des enfants, des élèves et des civils capturés dans les villages. Plus de 500 anciens militaires, policiers congolais et autres enrôlés sous la contrainte ont déjà fait défection. Ces éléments rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo racontent le calvaire vécu dans les rangs rebelles et affirment aujourd'hui leur fidélité à la patrie, quelles que soient les épreuves. Près de 4 ans après la reprise du conflit, les forces armées de la République démocratique du Congo disent rester déterminées à défendre l'intégrité du territoire national. Face aux accusations de violation du cessez-le-feu, elles rejettent toute responsabilité, estimant que la provocation vient toujours de l'AFCM 23. C'est à l'église qu'on dit de tendre à la joue gauche quand on vous frappe sur la droite, a lancé le général Sylvain Ekenge. Mais sur le terrain, nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques sans réagir. Ils disent qu'on les a bombardés, mais ce sont eux qui viennent nous provoquer. Nous répondrons, nous n'allons pas nous laisser faire, soit on veut la paix, soit on n'en veut pas. Alors que les négociations se poursuivent à Doha et peinent à produire des résultats concrets, les populations civiles, elles, continuent de vivre dans la peur et l'incertitude. Pour beaucoup, le mot cessez-le-feu n'est encore qu'une promesse lointaine.
Mais au cœur de l'Est du Congo, une conviction persiste. La paix, un jour, devra s'imposer. Donc, la paix s'imposera, c'est sûr, mais il faut la justice d'abord. Absolument. Comment, Monsieur l'abbé Bahala, vous qui avez suivi année après année, guerre après guerre, les efforts de restauration de la paix, comment pensez-vous que la justice devra être faite dans ces conditions presque les mêmes et presque à chaque période? Eh bien, avant de répondre à cette question qui est fondamentale, lorsqu'on est en pleine négociation de paix, il y a effectivement un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder parce que l'après-guerre va devoir laisser en plan un certain nombre de litiges qui concernent la justice transitionnelle, les réparations. On doit en parler. Mais avant de vous en parler, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette belle émission qui rend vraiment justice, effectivement, aux victimes de cette occupation barbare d'une partie de notre territoire. Et quand c'est intitulé Kivu Biso, je l'ai dit l'autre jour à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Presse, mon ami Patrick Mouyaya, je lui ai dit que c'était une intuition formidable, que dans cette guerre médiatique que nous sommes en train de faire aussi, dans ce volet de Congolais Téléma, que ceux qui aujourd'hui refusent même l'occupation, refusent la balkanisation, mais sont sous le joug de ceux qui nous ont agressés et ceux qui nous ont envahis, qu'ils sentent que la nation entière est mobilisée pour pouvoir redonner espoir à leurs familles, à nos familles, parce que nous venons de là, redonner espoir à toute la nation, parce que c'est tout le Congo qui ne veut pas que cette guerre injuste qu'on nous a imposée puisse bénéficier à ceux-là qui ont voulu utiliser la violence au lieu d'utiliser le dialogue et la réconciliation pour régler les problèmes. Ceci dit, je reviens à moi-même, vous l'avez dit, pratiquement toute ma vie, je suis professeur des universités, mais je suis d'abord défenseur des droits humains. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Bukavu depuis 40 ans, hein, mais nous sommes dans la même promotion que le recteur de l'ICC actuel, l'abbé Santédi. On nous appelait les pères de l'Église. Mais j'ai été formé d'abord au plan de la pensée. J'ai été influencé par la théologie de la libération. En ce moment-là, quand nous étions étudiants en théologie, nous étions en train d'étudier la manière dont l'Église avait pris en main justement le destin du peuple, hein, avec des théologiens comme Leonardo Boff au Brésil et ailleurs, et avec Monseigneur Romero, toutes ces histoires où on se met à réfléchir sur la manière dont nous pouvons régler les problèmes de notre société en étant justement mis par la foi. J'ai été influencé par Monseigneur Monzirwa, dont nous avons fêté le 29e anniversaire de son assassinat, Monseigneur Catalico, dont j'ai été le chancelier, le porte-parole. Et le combat que nous avions mené en ces temps-là de la première agression, je me rends compte qu'il était resté en pointillé, parce que nous nous retrouvons dans la même situation, avec les mêmes atrocités, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes revendications sempiternelles. Et cela nous conduit à une question. Quand est-ce que ça finira, cette histoire? Il faut que ça finisse. Et une des voies pour que nous ayons la garantie de non-répétition de toutes ces violences, de toutes ces rébellions à connotation, je ne sais pas, qui cachent une agression extérieure, etc., avec des Congolais qui se mettent au service des agresseurs et qui reviennent avec des motifs fallacieux, présence d'FDLR, mesures défensives, je ne sais pas quoi. À un moment donné, il faudra que la justice tranche.
Et la justice, laquelle? La justice, comme vous le savez, c'est rendre à celui qui a été lésé ses droits. Mais la justice aujourd'hui dont nous parlons, c'est que le peuple congolais est en droit de réclamer justice pour tout le mal qui nous a été fait depuis 30 ans. Et donc, comme dans les accords qui sont en train de se faire actuellement, cette clause a été mise parmi les 8 points essentiels qui vont continuer la négociation. Parce que c'est maintenant que commence la négociation, vous avez eu raison de mettre ces sujets en exergue. Nous allons devoir parler de la justice. Nous allons devoir parler de la justice, Monsieur l'abbé. Honorable, vous, j'ai dit que vous avez rempli. Vous êtes élu de Massissi. Il n'y a pas eu élection en 2023 parce que justement la région était déjà occupée par la brigade avancée du Rwanda que nous appelons FCM 23. Est-ce que vous croyez, vous, en la justice? La justice, c'est quelque chose qui est vraiment l'essentiel. On dit que la justice élève, construit une nation. Donc, et on ne peut rien faire de durable si la justice n'est pas là. Nous avons été, c'est vrai, reconduits par la Cour constitutionnelle. Et je pense que c'est un message fort qui a été lancé par la Cour en montrant que le Congo est uni et le Congo possède des représentants pour chaque circonscription. Donc les représentants légitimes du peuple congolais qui se trouvent à Massissi, à Rutshuru, sont ici au sein de l'Assemblée. Ce ne sont pas ceux-là qui veulent s'imposer comme leurs représentants. Eux, ils savent qu'ils ont voté pour qui. Et je pense que la prochaine occasion, ça viendra. Parmi les points des accords, oui, il y a aussi le fait qu'on compte organiser une élection éventuelle en 2027 dans ces zones. On ne sait pas encore les détails. Mais si on revient au sujet de la justice, moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse aborder ces points-là avec plus de profondeur, plus de sérieuxité et aller au fond. Parce que si nous vivons tous ces cycles-ci, c'est parce qu'on a échoué à chaque étape, aux différentes négociations, de boucler ces points-là. Il y a eu chaque fois, on terminait, c'est vrai, la guerre, on mettait les cessez-le-feu, on faisait des mixages, des brassages, on mixait les institutions, mais les points de justice, on escamotait. Et c'est pour ça qu'en fait, on revient encore dans les mêmes points. Et sur ces points-là, nous tenons à continuer à soutenir la position du chef de l'État. Son intransigeance, ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas du vent en guerre. C'est plutôt la volonté de mettre fin à ces cycles-là. Il faudrait un jour savoir dire non, on est prêt à tout supporter pourvu qu'on ne supporte plus ce qu'on a eu à supporter. Et c'est ça en fait. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse mettre en place une justice qui soit réellement effective et qui puisse aller en fond. Et je tiens aussi à vous féliciter, à vous honorer, le fait que vous puissiez nous inviter à cette émission, à côté d'un débatteur aussi prestigieux qui connaît toute l'historique. Et je pense qu'il est vraiment temps que nous puissions, que la nation congolaise puisse réellement aller jusqu'au fond, se reconstruire. Avant de se reconstruire, il faut réellement qu'on sache qui est victime, qui sont les coupables, parce que tout le monde, nous ne sommes pas tous des victimes et coupables en même temps. Il y a des victimes qui sont là, il y a des coupables, c'est là, et la justice, elle est là pour trancher, afin que chacun puisse être remis dans ses droits. Mais la plus grande question maintenant, c'est celle de savoir comment ceux qui ont pris les armes, qui participent aux négociations, qui se sont pratiquement professionnalisés dans les insurrections, dans les guerres et dans le fait de se mettre au service d'un pouvoir étranger pour perturber la paix dans l'est du pays. Ce sont eux qui participent aux négociations. Comment ces gens-là, qui sont coupables d'autant de crimes, vont être poursuivis par le gouvernement, par la justice congolaise, quand ce sont eux qui vont négocier sur l'avenir et leur propre devenir? Monsieur l'abbé. C'est la grande question, frère. C'est la grande question. En fait, depuis 30 ans, nous sommes en train de vivre un cycle de violence, un cycle d'agression, un cycle de mise à mort pratiquement de notre peuple et des efforts de développement, surtout dans la partie est de notre pays.
Je ne dis pas que les autres parties du pays sont exemptes ou sont exclues de ça, parce que vous voyez ce que font les Mombondo ici près de Kinshasa, et ce qui s'est passé avec les Kamwina Sampu au Kasaï. Nous ne pensons pas, avec les Bakatakatanga au Katanga, nous ne croyons pas que, ou même ce qui s'est passé dernièrement à la Chopo, hein, avec les deux tribus qui étaient en guerre. Donc, nous avons aujourd'hui de la matière, pas seulement pour ceux qui subissent aujourd'hui l'agression au Rwanda. Nous avons de la matière pour qu'on puisse s'interroger. Mais comment se fait-il que depuis Lusaka, je vous ai dit que nous étions, nous, dans ces négociations, depuis Lusaka, nous étions dans les couloirs et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Et on est passé à Addis Abeba, Sun City 1, Sun City 2, Bruxelles, etc., Entebbe, Kampala, après Nairobi, Goma. Et nous sommes passés, j'ai participé à toutes ces négociations de paix qui avait une seule ligne. Cette ligne-là, c'est qu'il y avait des récidivistes, des gens qui se professionnalisent dans la rébellion et qui croient que pour avoir le pouvoir, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, il faut qu'ils commencent la guerre quelque part. Malheureusement, ils commencent toujours leurs histoires chez nous au Kivu, et c'est ça qui nous désole. Quand on parle de 12 millions de morts, eh bien, ces 12 millions de morts, c'est essentiellement au Kivu. Alors, cette question revient et elle devient... Nous avons essayé de donner une réponse. Nous, défenseurs des droits humains, nous, société civile, nous avons essayé de donner une réponse en réclamant, justement, que ceux qui ont commis des crimes, que leurs crimes soient connus et qu'ils puissent être sanctionnés. C'est comme ça que nous avons accepté de courir le risque de travailler justement aux enquêtes sur ce que vous entendez parler du rapport mapping, n'est-ce pas, des Nations Unies, qui a accepté donc d'entériner les recherches que nous avions faites avec les équipes des Nations Unies, qui étaient venues enquêter sur une période bien précise, hein, du temps où nous étions sous l'occupation, sous la première agression du Rwanda. En Somalie, ils étaient avec le Burundi et l'Ouganda. Eh bien, nous avons un instrument qui a été... qu'on a refusé de mettre en place, parce que l'aboutissement de cette enquête, de ces enquêtes et de ce rapport de plus de 600 pages, n'est-ce pas? L'aboutissement, c'était quoi? La création d'un tribunal pénal pour le Congo, à l'instar du TPI qui avait été fait au Rwanda, à l'instar donc de tous les autres tribunaux, comme celui de Yougoslavie, etc., qui a jugé les criminels de guerre, ceux qui avaient commis justement des crimes imprescriptibles et des massacres de population. Alors maintenant, nous posons la question aujourd'hui. Quelle justice, comme vous demandez? Quelle justice faire? Parce que il y a comme une sorte de... oui, moi j'appelle ça une perversion. Quelqu'un massacre 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, et parce qu'après on lui donne l'occasion de participer à des négociations de paix, il jouit de l'impunité et il se retrouve, où ça? Il se retrouve dans les sphères du pouvoir. Et celui qui est resté, qui lui n'a pas utilisé les mêmes méthodes, qui a voulu se faire élire, comme mon frère l'honorable Ayo Bangira, lui, il veut accéder au pouvoir, c'est pour ça qu'il est dans un parti politique. Il veut accéder au pouvoir en demandant le suffrage du peuple. L'autre accède au pouvoir après avoir massacré le peuple. Et on nous présente des gens pareils comme des modèles. Alors comment pouvez-vous étonner que quelqu'un n'aille pas prendre les armes après? Il sait que dès qu'il aura massacré un certain nombre de gens, il passera au pouvoir. Il passera au pouvoir et on va lui donner le pouvoir sur ce même peuple qu'il a massacré. C'est cette perversion-là à laquelle nous devons mettre fin. C'est pour ça que nous avons introduit justement la notion de justice transitionnelle. Oui, nous allons parler de la justice transitionnelle, mais oui. honorable, la réponse que vous donnez me
pousse quand même à poser à l'honorable Ayobangira cette question. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il faudrait mettre en place des mécanismes juridiques qui protègent le pays contre ces genres de gaillards qui choisissent d'aller tuer les autres Congolais pour venir participer à la table des négociations et se trouver une place au soleil. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous envisagez ou vous avez déjà mis en place des mécanismes en votant des lois, par exemple, de criminaliser et de ne plus jamais autoriser ce genre de passage en force pour arriver au pouvoir ou participer à la gestion de la République? Au niveau de l'Assemblée, il y a eu d'abord une résolution qui avait été faite. C'était bien avant qu'on ne commence les dialogues, les négociations. C'était le fait qu'on ne puisse pas réintégrer tous ces gens des groupes armés, et spécialement les agresseurs du M23. Cela avait été fait comme une résolution. Mais en attendant, actuellement, il y a un collègue député du Sud Kivu qui, lui, a fait une proposition de loi qui stipule à ce que tous ceux qui sont dans ces systèmes d'agression perpétuelle, parce qu'il y a vraiment des récidivistes, des professionnels qui se retrouvent dans chaque négociation sur toutes les listes des amnistiés, des gens qui ont été amnistiés 3, 4 et 5 fois. Je pense qu'à l'époque, il y a eu, à la dernière guerre du M23, il y avait quand même, au niveau du gouvernement à l'époque avec Kabila, il y avait une liste de ceux-là qui ne seront plus amnistiables. Parce qu'on trouvait que c'était vraiment trop. On ne peut pas être professionnel en rébellion. Donc, et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à ces points. Et malheureusement, comme l'abbé a dit, et le grand problème qu'on a, c'est que le processus de négociation est en train de pervertir en fait tout. Le fait que ce sont ceux-là qui sont les acteurs de ces crimes, c'est eux qui négocient les termes. C'est difficile à ce qu'ils puissent se mettre en faux. Ils vont essayer de voir tous les mécanismes pour essayer de donner une certaine amnistie et encore revenir au pouvoir et diriger leurs propres victimes. C'est pour ça que moi je pense qu'il est temps qu'on puisse activer un mécanisme international sur lequel le Congo est parti. Ces rebelles seront aussi imposables, mais il y a aussi d'autres acteurs qui peut-être en tant que justice congolaise pourraient échapper à la justice nationale, parce que nous avons des acteurs étrangers. Nous parlons de l'appui du Rwanda, qui est plus que manifeste. Mais il y a aussi d'autres acteurs, même en dehors du Rwanda, qui sont là, qui sont impliqués. Moi, j'opterais que, non seulement au niveau de l'Assemblée, qu'il y ait une résolution qui soit faite, mais aussi qu'on puisse aussi aller dans une justice traditionnelle, mais qui est chapeautée par un organisme international, sur lequel tout le monde sera soumis sous l'autorité. Voilà, mais dans l'entretemps, le gouvernement de la République a enclenché quelques mécanismes de droit international pour pouvoir tenir responsables devant les cours des tribunaux ceux qui sont extérieurs à la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda. Vous ne pensez pas que le mécanisme Arusha avec la Commission africaine des droits de l'homme, à laquelle le gouvernement de la République s'est rapproché pour pouvoir tenir le Rwanda responsable de ces actes en République démocratique du Congo, vous ne pensez pas que c'est un des mécanismes qui puisse faire aboutir la justice contre le Rwanda? C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas parce que depuis que la guerre est ici, depuis que l'agression est là, nous n'avons jamais eu à aller en justice contre le Rwanda, à ma connaissance. Nous étions en justice contre l'Ouganda. Le Congo a gagné, mais tout le monde s'est demandé, mais le Rwanda est où? Parce que si on doit voir vraiment les acteurs en termes de nuisances, il y a un acteur qui est plus nuisible que l'autre, c'est le Rwanda. C'est l'acteur qui est principal. Les autres viennent en appui ou en soutien au Rwanda, selon leurs relations et amitiés. Mais actuellement, grâce au processus qui est en cours, que ce soit au niveau des Arusha, il y a eu aussi, et dernièrement au niveau des Banjul, il y a une autorité au niveau des Banjul dans laquelle notre ministre a pu avoir une condamnation du Rwanda, en quelque sorte. Les faits, tous ces mouvements, toute cette diplomatie qui est mise en place pour le Génécoste et l'écocide, c'est quelque chose, je pense, c'est un volet que nous avions oublié durant les précédentes agressions. Et c'est quelque chose que nous devons mettre au crédit des chefs de l'État et du gouvernement actuel, le fait de savoir que non, en même temps qu'on mène la guerre, mais aussi on prépare l'après-guerre. Parce que la justice, il faudrait qu'on sache, oui, nous sommes en train de négocier avec vous, mais sachez que la justice sera là. Peu importe ce qu'il va se faire, il y aura une justice sur laquelle, dès qu'elle sera enclenchée, même nous, en tant que nation, nous ne pourrons plus la stopper.
il faudrait qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Il faudrait que nous allions jusqu'au bout. M. Abbé Bala, Frivao, c'est une des conséquences ou c'est une des réponses qui avait été donnée à la guerre qui a opposé le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais à Kisangani. Des efforts ont été fournis dans ce sens-là, mais le Rwanda a réussi à échapper justement à cette justice parce que le Rwanda s'est mis dans une situation telle qu'il peut se dérober à toute justice internationale. Est-ce qu'il y a un mécanisme, pensez-vous, qui puisse tenir pour responsable des méfaits qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, le Rwanda? Oui, je voudrais d'abord revenir justement sur la problématique qu'a posée l'honorable Ayobangira. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des mécanismes internationaux qui peuvent nous aider à pouvoir rendre justice à notre peuple et aux victimes de toutes ces agressions que nous avons subies. C'est d'abord, comme il a dit, vraiment au crédit du président de la République d'avoir mis en place justement toute cette stratégie à plusieurs facettes. La stratégie diplomatique, la stratégie militaire, justement le volet communication, le volet justice, ce volet des négociations. Toutes ces choses-là doivent avoir comme un seul soubassement. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous ne poursuivons pas seulement le fait que l'on doive condamner le Rwanda, par exemple, pour agression. Nous poursuivons justement, le but poursuivi est que non seulement en interne chez nous, que ceux qui aimeraient prendre cette voie-là comme manière d'accéder à l'impérium, qu'ils puissent être dissuadés désormais. Que notre peuple aussi sache que ce n'est pas de cette manière qu'on construit une nation et qu'ils ne peuvent pas trahir leur nation pour des intérêts égoïstes parce qu'on vous a arraché ceci, une mine ou je ne sais pas quoi d'or, vous allez prendre les armes contre votre peuple. Non, des choses comme celle-là devraient cesser. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir seulement le volet externe. En ce temps-là, oui, le pouvoir du musée avait esté en justice auprès de la Cour internationale de justice contre l'agression, contre le Rwanda et l'Ouganda après leur guerre meurtrière dans la ville de Kisangani, où il y a eu plus de 20 000 morts. Eh bien, le Rwanda n'étant pas signataire, justement, du mécanisme de Rome, eh bien, le Rwanda, comme beaucoup d'autres pays que vous connaissez, donc de grandes nations qui ne veulent pas être sujettes à des poursuites parce que leurs soldats auraient commis des exactions pendant leurs opérations à l'étranger. Eh bien, le Rwanda n'étant pas partie prenante à l'accord de Rome, le Rwanda a dit qu'il n'est pas concerné. Mais l'Ouganda a fini par être condamné. D'abord, c'était des chiffres quand même assez importants, des milliards. Puis finalement, près de 365 millions de dollars, etc. Et ils ont commencé à payer 65 millions à raison par an. Et c'est un arrangement qui a été fait pour la paix. Frivao, donc, créé par le président de la République pour pouvoir gérer cette question d'indemnisation des victimes, c'est une avancée extraordinaire et une première dans le pays. Et on espère que des petits problèmes de gouvernance qui sont là-dedans puissent être réglés, qui puissent être élagués. Mais il y a aussi la demande que nous avions faite de pouvoir créer un tribunal pénal international pour le Congo. Ce tribunal pénal dépend des enquêtes et de la manière dont nous menons un lobbying au niveau international, que ce soit à travers la reconnaissance du Génocoste, que ce soit à travers ce mécanisme que le ministre des Droits humains était en train de poursuivre à Arusha, etc., que ce soit dans d'autres mécanismes, c'est le sérieux des enquêtes que nous menons et les preuves que nous apportons qui peuvent faire la différence. Voilà là où la société civile et nous, les défenseurs des droits humains, nous sommes en train de travailler. Nous savons que politiquement, le gouvernement
subissant la pression peut-être des facilitateurs qui veulent que les choses aillent vite à cause du deal, j'allais dire économique, qui est derrière ces négociations. Ils aimeraient que les choses aillent vite. Nous savons que la négociation qui va suivre, c'est la plus sérieuse. On n'a pas encore abordé cette question qui lance souvent des causes profondes de la guerre. C'est quoi ces causes profondes de la guerre? Si quelqu'un va en profondeur, on se rend compte que nous allons devoir suivre. Maintenant, aujourd'hui, quand nous parlons maintenant de justice, quand nous sommes en train d'aborder la question de la justice, nous savons que les rebelles sont en train de poser des actes de souveraineté dans les territoires qu'ils occupent. Ils sont en train de créer leur propre justice. Ils posent des actes administratifs de gouvernance. Ils célèbrent des mariages. Nous allons arriver sur cette question, Monsieur l'abbé. Je voudrais plutôt que l'on parle du Conseil de droits de l'homme qui a envoyé une mission d'enquête en République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce que les sérieux des enquêtes qui vont être menées et les résultats qui vont être présentés au monde, est-ce que ce ne sera pas un élément déclencheur ou un élément suffisant pour que ce tribunal pénal international pour le Congo puisse être mis en place? Honorable, vous ne pensez pas? Oui, c'est quelque chose qui est déjà en cours et que nous sommes là pour appuyer. Nous remercions que nos membres de la société civile n'ont pas eu à attendre, ils continuent à travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se font dans l'ombre et en permanence depuis le début. Et aussi, il n'est pas de zéro. Il a parlé à propos du rapport mapping qui a été déjà fait. Là où il y a vraiment des incidents qui sont identifiés, où il y a des présumés coupables qui sont identifiés et des victimes réelles qui sont aussi identifiées. Donc nous avons une base. Il est question de continuer, de couvrir la période parce que ce rapport était limité dans l'espace et dans le temps. Il est question de voir la période après ce rapport-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et en sachant que la justice, bien qu'elle soit lente, qu'on dit qu'elle est lente, elle est malade, mais tant qu'il y a les preuves, elle finira par arriver. Moi, je pense que ce n'est pas un travail vain. Il faut essayer de l'appuyer et continuer ces combats-là. On peut mener les négociations, mettre fin à la guerre, à l'agression et résoudre certains volets militaires, politiques, économiques. Et la justice, elle est lente, mais moi, j'ai confiance. Parce que fin de fin, nous avons besoin de cette justice afin que nous ne retournions pas en arrière. Parce que si les volets juridiques, la justice n'est pas menée à bout, nous allons encore retourner en arrière. Tout ce qu'on a fait comme négociations politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, sera tout à fait détruit parce qu'on va encore retourner dans ce cycle-là des violences. C'est une justice vraiment qui est totale, une justice équitable, qui pourra mettre fin à ce cycle de violence. Alors nous remercions tous les partenaires internationaux qui nous appuient, et notamment le Conseil des droits humains. C'est un travail, je sais, c'est un travail qui n'est pas facile, parce qu'ils auront à enquêter dans des zones qui sont peut-être difficiles. Et là aussi, ceux qui ont eu à commettre ces meurtres, ces crimes, feront tout pour essayer de cacher. Mais on ne peut cacher tous ces crimes, parce que l'énormité des crimes qui se passent à l'Est, c'est quelque chose qui ne peut être nié. Peut-être caché. La société civile a un travail important qui s'est fait de la société civile, et je crois qu'elle participera forcément à ces enquêtes qui sont en cours et elle échangera forcément les informations avec les enquêteurs qui viendront certainement d'ailleurs. Mais avant que nous poursuivions cette question, je voudrais que nous revenions sur l'interview du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui intervenait sur TV5. Il parlait, faisant référence à un autre seigneur des guerres dans le passé qui est traqué par la justice française maintenant, Roger Lumbala. Il est intervenu. Suivons-le. Ensuite, nous allons aborder cette question pour, dans la mesure du possible, essayer de voir comment les individus qui aujourd'hui trônent à mettre dans la partie est de la République démocratique du Congo auront à faire face à la justice aujourd'hui ou demain. Il faut retenir que tous ceux qui commettent de meurtres, tous qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement,
doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées, et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha, n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, ce n'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique, et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha. Nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage, et nous espérons que cela arrive vite, parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Donc, Monsieur l'abbé, Bonimpa est dans tous les coups. Depuis le début, il est toujours là dans le couloir en train de négocier. Il négocie, il réussit toujours à s'en sortir, malgré les morts, malgré les atrocités qui sont commises sur le sol congolais par le mouvement auquel il appartient. Il est encore là en train de négocier, alors qu'à Kichiché, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres à Rutshuru, il y a eu des massacres un peu partout. Des morts, on en compte par milliers, par millions. Mais ces individus réussissent toujours à se mettre hors la justice. Est-ce que vous pensez que cette fois, nous avons des éléments, nous avons la possibilité de mettre finalement ces gens devant la justice, comme le ministre vient de parler de la redevabilité des actes posés devant la justice? C'est justement ça le fond du problème. La RDC, la République démocratique du Congo, va devoir aller jusqu'au bout dans la compréhension d'abord. Quand on a la mémoire des anciennes négociations, comme nous, puisqu'on est là depuis toutes ces négociations à Lusaka, c'était les mêmes choses et les mêmes individus qui reviennent. Vous voyez leur subtilité? Lorsque nous envoyons une délégation, nous envoyons parfois peut-être des gens qui, à cause de leur fonction, se retrouvent dans l'équipe. Eux, ils envoient les mêmes personnes. Le fameux René Abandi et Mbonipa. Nous étions avec eux à Nairobi en 2009, lorsqu'on négociait avec le CNDP. Ils étaient déjà là parmi les négociateurs du CNDP, puis ils sont passés négociateurs du M23 quand nous sommes allés en Ouganda, n'est-ce pas, à Kampala, et puis après ils se retrouvent encore dans le M23-2 et avec ASF. Et lorsque vous voyez les choses qu'ils sont en train d'avancer, ils avancent vers justement cette recherche d'autonomisation et de contrôle d'une partie du territoire. Ils veulent justement imposer que par leurs revendications de terre, leurs revendications de retour de leurs réfugiés, leurs revendications toujours sempiternelles avec les problèmes. Vous voyez qu'ils mélangent chaque fois le discours du Rwanda avec leur discours. Or, maintenant, à un moment donné, nous étions dans la voie de déconstruire le discours du Rwanda. Qu'ils se retirent, qu'on sanctionne justement les principaux acteurs qui sont dans cette forfaiture. Nous étions en train d'avancer, puisque même le procureur général de la Cour pénale internationale était ici. Nous étions dans cette voie là-bas. Et diplomatiquement, nous avons réussi à imposer, comme le dit le ministre, la résolution 2773. Eh bien, cette résolution-là obligeait déjà le Rwanda à se retirer. Et le M23 a déposé les armes, à entrer dans un processus de désarmement, démobilisation
et relèvement communautaire que j'étais en train de piloter en ce moment-là, d'ailleurs, le PDDRCS, n'est-ce pas? Et que leur entrée dans l'armée devait être étudiée cas par cas, comme a dit l'accord de Washington. Étudier cas par cas, c'était ça que justement, c'est le volet que nous avions introduit dans le plan stratégique de ce programme là-bas, parce que nous nous posons la question, est-ce que tous ceux qui sont dans ces rébellions veulent continuer à travailler dans l'armée? Non. Ils disent qu'ils veulent retrouver leur terre, retrouver une vie normale. Comment leur faire retrouver une vie normale? C'est en leur donnant du travail, en les réinsérant dans leur société, en leur donnant une réinsertion économique, où ils peuvent réavoir des terres, où ils peuvent avoir la manière de fonctionner. C'est là qu'intervient maintenant cette notion que nous avions introduite de justice transitionnelle. Justement, parce que, oui. Dans la justice transitionnelle, il y a, parce que l'accord de Doha, l'accord 4 de Doha retient un point sur la mise en place par le gouvernement de la République d'une commission vérité et réconciliation, commission qui se charge de la justice transitionnelle aussi. Est-ce que vous pensez que cette commission, comment d'abord pensez-vous qu'elle va être constituée en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des exemples ailleurs, honorables? Est-ce que l'Assemblée nationale peut être d'un quelconque apport dans la mise en place de cette commission? Et les exemples, il y en a. Il y a eu en Afrique du Sud, il y a ailleurs. Mais ces genres de commissions, moi, personnellement, je ne sais pas, mais je ne les soutiens pas tellement parce qu'on a tendance à faire accepter aux victimes d'oublier, de pardonner, sans compensation. On peut pardonner, on peut oublier, mais il faudrait que la justice soit là, qu'on reconnaisse les torts qui ont été commis. La sanction, c'est autre chose. Mais d'abord, il faut reconnaître la victime, son état de victime. C'est ça d'abord ce qui est alors essentiel. Savoir que réellement, pour que tu sois pardonné, tu dois d'abord reconnaître ce que tu as fait. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a eu des bourreaux qui ont eu passé, ils ont eu à donner tous les détails, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, on demandait pardon et les gens, ils s'est pardonné. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Mais il ne faut pas que la justice, qu'on cache une forme d'amnistie collective et qu'on la masque en termes de justice et vérité. Non, ça ne doit pas se faire. Et j'apprécie le fait qu'on puisse dire qu'on va gérer les cas par cas. Parce qu'il y a réellement des cas qui on peut dire qui sont bénins, anodins, mais il y en a d'autres cas auxquels on doit mettre fin. Parce que si on ne met pas fin à ces cas flagrants, si on ne met pas fin à ces exactions massives, il y a eu un massacre à Kichiché qui a été fait en plein jour à Rutshuru et dans un territoire dont les fameux négociateurs est originaire de là. Oui. Je pense qu'il y a même ses frères et sœurs qui sont été victimes, mais est-ce que c'est là on doit les cacher? Il y a des victimes ils ont besoin d'abord, la première chose, ils ont besoin d'une reconnaissance. Reconnaître que telle personne a été victime dans telle circonstance. Et la personne qui a été responsable de sa mort, la voici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un autre volet. Et cette justice transitionnelle, elle ne peut être aboutie que si elle va jusqu'au fond des problèmes. Et si elle est totale. Il ne faut pas aussi qu'on ait tendance à croire que les massacres viennent juste de commencer aujourd'hui avec cette guerre. Non, il y a des massacres qui sont ici depuis les années. On remonte jusqu'à 1-23, on remonte jusqu'au CNDP, on remonte jusqu'au RCD, on remonte jusqu'à Afdel. On remonte même avant même Afdel. Il y a eu d'autres guerres qui se sont passées même avant Afdel. Il faudrait que... Et tout cela, c'est ça en fait un enchaînement. Quelqu'un peut venir dire non, je suis en train de me venger pour ce que tu m'avais fait hier. Et l'autre hier dit non, moi j'avais fait ça hier parce que toi aussi tu m'avais fait ça, quelque chose avant-hier. Donc il faudrait qu'il y ait une justice qui soit exclusive, qui soit totale et qui soit réellement centrée sur la victime. Il y a des victimes qui ont besoin d'avoir la justice. Et on ne peut aboutir à cela que si on traite ces volets-là d'une manière approfondie, avec bien sûr un appui extérieur. Moi, je soutiens qu'il y ait quand même que ces volets soient confiés à une cour internationale. Parce que même aussi de notre côté, et en interne, il y a des personnes qui sont redevables de cette justice, qui sont dans les rapports mapping, mais qui sont quand même toujours dans les systèmes. Donc, il ne faut pas que les gens, que les bureaux actuels disent non, il ne faut pas que vous nous touchiez parce qu'il y a des bureaux d'hier
que vous vous protégez. Non, il faut que tout le monde soit redevable devant cette devant justice. la justice. Monsieur l'abbé, bah dans le cadre des émissions, justement, on a eu à échanger avec le professeur, comment j'oublie le nom va venir certainement, qui parle de la justice transitionnelle depuis plusieurs années. Il dit qu'on ne peut pas, après autant de millions de morts, passer l'éponge et continuer à avancer. Mais dans ce que vous dites de la justice transitionnelle, vous semblez faire un focus sur les victimes qui doivent pardonner, qui doivent comprendre la vérité comme elle s'est déroulée. Mais les bourreaux, qu'est-ce qu'on en fait? La justice congolaise est-elle à mesure de se charger de ce bourreau et de leur imposer la rigueur de la loi? Oui, je vais juste vous faire un petit rappel, mon frère. Je vais faire un petit rappel sur les principaux piliers, justement, qui doivent être pris en charge par la justice transitionnelle. Vous verrez que ça ne s'occupe pas seulement des bourreaux. En fait, c'est pour essayer de mettre fin à l'impunité et avoir des garanties de non-répétition des crimes qui ont été commis. Parce que le premier volet de la justice transitionnelle, c'est justement les poursuites judiciaires. C'est que celui qui a commis un crime soit poursuivi. Et ça dépend de quoi? Ça dépend justement des éléments que nous possédons, de ceux qui ont fait des enquêtes. C'est pour ça que nous avons créé une petite structure de la société civile et des défenseurs des droits humains pour l'accompagnement des négociations qui sont en train d'être faites par le gouvernement. Nous voulons accompagner le gouvernement sans aucune connotation d'imposition, mais nous voulons que chaque fois que le gouvernement aura besoin des éléments pour pouvoir poursuivre quelqu'un en justice, qu'il sache que nous avons tel rapport. Vous avez vu que la fois passée, le MNS, sous l'égide de mon grand frère, le professeur Ntumba-Luaba, a produit, juste après les massacres qui ont été faits à Goma, il a produit un documentaire justement sur ces massacres pour qu'on n'oublie pas. Et donc, nous faisons ce travail justement de recherche et aussi de compilation des preuves. Le deuxième pilier de la justice transitionnelle, c'est justement la vérité, un processus de vérité et de réconciliation, comme disait l'honorable Safari. La vérité et réconciliation, c'est que quelqu'un accepte qu'il a été dans l'erreur. On a vu en Afrique du Sud comment ça s'est passé. Ça a dépendu souvent de l'aura de celui qui gère cela. On a pris un prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, pour qu'il puisse présider à cela. C'était très difficile. Au Rwanda, avec leur gachacha, ils ont essayé ce processus là-bas, mais vous savez que c'était la justice du vainqueur. Chez nous, déjà, si on prend le docteur Mukwege, par exemple, on lui confie cette commission, les autres vont penser qu'il a déjà une position affichée et ça va... c'est difficile de faire l'unanimité chez nous. Oui, pas tant que ça. C'est-à-dire nous avons de hautes personnalités où il y a le prix Nobel de la paix, mais il y a d'autres personnalités respectables et respectées dans notre pays qui jouissent d'une certaine aura parce qu'ils n'ont jamais été dans les histoires, mais ils ont toujours été fidèles à la nation. Même le docteur, même Desmond Tutu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme protestation contre l'apartheid? Donc, il n'était pas si neutre que ça. On ne peut pas être neutre lorsqu'on défend la cause de sa nation. Et donc, cela n'est pas acceptable. Donc, cette commission Vérité et Réconciliation n'a pas fonctionné chez nous parce qu'on y avait mis des gens qui, justement, étaient eux-mêmes impliqués. Ils étaient impliqués dans les exactions. Alors, il faut absolument mettre en place le troisième pilier, c'est la réparation pour les victimes. Quand je suis allé visiter le du Génocoste là-bas, j'étais ému. Lorsque j'ai trouvé des noms des membres de ma famille. Nous avions fait, dans les rapports, on avait donné les membres de nos familles qui avaient été tués. Je me suis arrêté devant les noms de mes proches qui avaient été massacrés pendant les temps où nous étions envahis, et ceux qui étaient morts avec Monseigneur Monziroa, etc., dans la même période. Et je me suis dit, si un jour, ceux-ci savent qu'on a réparé, vous comprenez pourquoi il est difficile aujourd'hui de gérer Uvira, par exemple, de gérer les gens qui sont dans la partie sud du Sud Kivu. Vous avez compris pourquoi, à un moment donné, ils avaient protesté contre la nomination d'un soldat. Oui. Pourquoi ?
Ils se rappellent les exactions que ces gens avaient faites. C'est des choses qui sont dans la mémoire collective. Ils disent, lui là, il était là. Il était parmi ces gens qui nous ont fait. Il faut donc, ce peuple attend des mesures de réparation, pas seulement financières, de réparation morale. Que leur état, que les gens qui s'engagent n'attendent pas seulement que vous leur donniez $2000. Ils attendent de voir leur ville réhabilitée. Ils attendent de voir qu'il y a de l'électricité dans la ville, qu'il y a de l'eau dans la ville et que les victimes, leurs parents ne sont pas morts pour rien parce qu'ils étaient victimes d'une agression de la part des autres. Cette réparation-là ne se limite pas seulement à l'argent que l'on distribue. Ça va aussi dans le sens de dire dans cette localité, des gens sont morts. C'est pour ça qu'il y a un volet que les gens oublient souvent, c'est la mémoire, le devoir de mémoire et de commémoration, que chaque fois, que chaque année, les gens se rappellent. Moi, j'ai participé la fois dernière à la commémoration du massacre de Kassika. Nous avions été les premiers à aller, nous étions les premiers témoins à aller là-bas parce que l'abbé Wabulakombe, qui était curé de Paris, qui avait été massacré, était mon étudiant, était mon ancien étudiant. Et le Mwami, c'est moi qui avais béni le mariage du Mwami Moubeza qu'on venait de tuer. Je me sentais concerné. Et c'est pour ça qu'avec quelques autres témoins, nous avions pris les premières photos qu'on a vues des religieuses qui étaient massacrées, etc. Lorsque vous vous rappelez cela, lorsque vous faites mémoire, les gens se rappellent, se disent aussi, il ne faut plus que ceci se répète. Et c'est pour ça que l'autre volet, et c'est ce volet-là que j'aborde, c'est les réformes institutionnelles pour que les mécanismes de justice que l'on met en place, de justice transitionnelle, puissent marcher. Réforme institutionnelle dans quel sens? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se donner les instruments de poursuite de ceux qui commettent les... Comme la France l'a fait pour elle-même. Droit de poursuite, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Droit de poursuite, poursuivre les criminels, même oui, en dehors des frontières. Même en dehors des frontières. Hein? Et droit de poursuite universel. La République démocratique du Congo peut déjà mettre en place, c'est une réforme institutionnelle à faire, peut déjà mettre en place un tribunal pénal pour pouvoir juger ceux qui ont commis des exactions. Nous avons un Congolais qui est à la tête aujourd'hui d'un tribunal sous l'égide de l'ONU, d'un tribunal pénal en Centrafrique, qui juge les gens qui ont commis des crimes de guerre pendant les troubles qui étaient là-bas. C'est un Congolais qui est à la tête de ce tribunal là-bas. Pourquoi nous avons des compétences comme celle-là? Pourquoi ici, maintenant nous avons un ministre de la Justice qui est heureusement un ancien défenseur des droits humains, un haut fonctionnaire des Nations Unies, et qui comprend ce dont nous sommes en train de parler. Je félicite d'abord mon ami Guillaume Ngefa qui sait le combat que nous avions mené ensemble. Nous savons aujourd'hui que nous pouvons mettre en place cette structure en interne, mais nous pouvons, c'est une question de volonté politique, mais nous pouvons aussi continuer au niveau international. Donc les deux volets vont ensemble. Aller à la CPI, envoyer certains à la CPI, aller vers Arusha, aller vers la Commission des droits de l'homme, continuer les plaidoyers pour la reconnaissance du Génocoste. Toutes ces choses là-bas devraient nous mener à quoi? Devraient nous mener à nous sentir protégés par notre État. Nous sentir protégés par notre État. Nous allons aborder, pour le temps qui nous reste, la question de la justice, mais sous une autre forme, les actes administratifs, les actes juridiques, les actes judiciaires qui se posent en ce moment sur les parties sous occupation rwandaise. Il y a des magistrats qui sont nommés et on a même le culot d'annoncer que ces magistrats nommés seront officiellement notifiés ou leurs noms sortiront au journal officiel. Et tous ces actes qui sont en train d'être posés plantent justement les décors de nouveaux conflits honorables. Les parcelles sont vendues, il y a de nouveaux titres de propriété qui sont élaborés, qui sont émis, il y a des mariages qui sont célébrés, il y a des enfants qui sont enregistrés à l'état civil en toute illégalité. Comment cela va-t-il être géré après la restauration de la paix en République démocratique du Congo? N'est-ce pas d'autres sujets de conflits ultérieurs? Je dirais que c'est même la principale cause du conflit dans la partie Est. Les conflits fonciers, bien sûr, il y a des conflits qu'on peut dire et communautaires,
Mais les sous-jacements, ce sont des conflits fonciers à la base, qui se transforment en conflits communautaires, en conflits armés. Mais les sous-jacements, c'est d'abord des conflits fonciers. Et je pense que nous avons déjà pris déjà un bon pas. Le fait que le président ait pris cette ordonnance d'abord dégelée, tout ce qui se passe au niveau des territoires occupés, c'est quelque chose de beau. Parce que garder silence, lorsque dans ces zones-là, on est en train de recruter des magistrats qui bientôt pourront commencer à donner des jugements, et garder silence et continuer à garder le silence, c'était une erreur. Heureusement que nous avons eu à prendre, à faire ce pas-là, et l'ordonnance est là. C'est que si posé du côté de l'État, tout ce qui est là, et la justice est en quelque sorte suspendue à l'Est. Comme c'est l'État qui possède l'autorité en matière judiciaire, l'exclusivité dans cette matière revient au garant de la nation. Et c'est quelque chose que nous attendions, parce que réellement, il y aura des problèmes. Il y a des problèmes qui seront très graves, il y a des problèmes qu'on paraît anodins, mais qui vont compliquer la situation, auxquels on devra nécessairement y trouver alors une solution. Et ces volets fait partie des différentes étapes qui seront à négocier en profondeur concernant la restauration de l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État aussi s'affirme à travers une justice. Et cette justice, elle est graduelle. Elle ne s'arrête pas seulement au niveau des cours tribunaux, des parquets, mais il y aura une cour de cassation, il y a une cour constitutionnelle. Est-ce qu'au niveau de ces zones-là, ils vont les mettre? J'ai doute fort. Donc, il faut savoir qu'il y a des échelons de justice. Et pour le moment, c'est qu'il faut savoir, le message que nous devrons transmettre à nos compatriotes là-bas, c'est d'éviter de s'engager, d'interagir avec un système qui en fin de compte, va aboutir à un cul-de-sac et risque de compliquer la situation. Nous avons des conflits fonciers, et vous parlez des parcelles. Nous avons des cas où nous-mêmes, notre maison est occupée actuellement. Mais j'ai vraiment la confiance que ma maison elle restera la mienne. Peu importe ce qu'il faut faire, parce que tous leurs actes devront être invalidés d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons des antécédents que nous devrons éviter. C'est pour ça que nous devrons rester sur une position qui est vraiment claire. C'est que plus jamais de massacres, mais aussi plus jamais de compensation ou d'acceptation des faits accomplis. Parce que ce sont ces faits accomplis qui, souvent, nous mènent encore à retourner à la case de départ. C'est pour parler de ces cas, justement, Mwanga Chouchou, qui croupit heureusement pour l'instant en prison, a été bénéficiaire d'une décision compassion. On était au RCD. Du temps de oui, vous connaissez bien le Oui, je connais le dossier. Parce que lorsque nous parlons justement de la dangerosité de certains actes qui sont posés actuellement par la rébellion, nous devons avoir à l'esprit que lorsque le Sud-Soudan a été créé, c'était dans ce même mécanisme, ils étaient dans la même négociation avec les mêmes facilitateurs. Nous devons aussi surveiller ce qui se passe à ce niveau. Ils ont créé ce qu'ils appellent le cessez-le-feu permanent, mais pendant ce temps, les rebelles de PSLS qui étaient à Djouba ont commencé à créer des mécanismes d'un État. Ils ont commencé à se faire reconnaître par certains pays comme le Rwanda, l'Ouganda, etc., le Kenya. Vous avez vu que certains pays voisins commençaient déjà ce même jeu. Ils commençaient ce même jeu, le Kenya nommer un consul à Goma, ouvrir les frontières, etc. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous voyez des gens qui sont en rébellion contre la loi, commencer à poser des actes de souveraineté, commencer à se faire recevoir. C'est pour ça que nous disons chaque fois, nous sommes en train de dire à nos négociateurs qui sont en train d'aller à Doha et ailleurs, qu'ils évitent comme la peste le fait de légitimer la rébellion. Que la rébellion reste justement une rébellion, c'est-à-dire que l'État existe. C'était ça que nous avions imposé à Sun City. Nous avons dit à tout le monde là-bas, il y a un chef d'État quelque part. Et vous tous là-bas, vous êtes des rebelles, vous allez vous greffer à ce chef d'État si vous voulez faire. C'est nous, société civile, qui avons imposé ça. Et nous avons imposé même les cinq institutions citoyennes pour la démocratie. Alors, je reviens au sujet que nous avions. Les problèmes qui sont en train de poser maintenant,
vont nous revenir demain. Parce que si nous faisons comme dans l'accord que nous avions fait avec Hassan City, que tous les actes posés pardon, par les rébellions vont être légitimés et entérinés, par le pouvoir. Nous allons vers quelque chose de très dangereux. Parce que si nous pouvons peut-être entériner des actes administratifs mineurs, comme le fait d'enregistrer un enfant, bon, l'enfant il va continuer à être celui qu'il est. Mais des décisions de justice qu'ils prennent, parce qu'ils vont prendre des décisions de justice, ils vont morceler des parcelles, ils vont léser telle personne parce que cette personne se trouve... Ils vont exproprier. Ils vont exproprier. De telles choses sont porteuses de violence du jour au lendemain. Monsieur l'abbé Ebala, le président de la République a pris une ordonnance en rapport avec ces matières. L'ordonnance a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. On vous remémore pour que vous ayez une idée sur ce qui a été exactement dit dans cette ordonnance. Numéro 25/283 du 8 novembre 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation des groupes armés et autres forces négatives du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 145. Vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement son article 2, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de Premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, considérant que la guerre d'agression de plus de 30 ans contre la République démocratique du Congo a donné lieu à l'occupation récente de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis 2021, provoquant des déplacements massifs de la population et paralysant les services publics de l'État et l'administration de la justice dans les zones sous occupation. Considérant que les forces d'occupation ont annoncé des mesures visant à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones sous occupation, considérant qu'un tel système est manifestement illégal, considérant la nécessité de préserver les populations des décisions, arrêts et jugements arbitraires et inconstitutionnels en attendant les retours de cours et tribunaux et leurs offices compétents, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les territoires sous occupation des groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République
démocratique du Congo. Article 2. Sont nuls et de nuls effets tous les actes et décisions revêtant un caractère juridique et ou judiciaire pris par les forces d'occupation ou leurs représentants tendant à distraire et à soustraire la population des juges et des magistrats que la Constitution et les lois lui assignent. Il s'agit notamment de tous les actes juridiques et décisions administratives engageant l'État, ses démembrements et institutions vis-à-vis des tiers, tous les actes de recrutement, de désignation et de nomination des magistrats et autres personnels judiciaires, tous les actes tendant à mettre en place des commissions ou des structures appelées à exercer les fonctions dévolues aux institutions judiciaires, tous les actes tendant à dépouiller les autorités judiciaires de leurs compétences et attributions. Article 3. La présente ordonnance cesse de produire ses effets dès le rétablissement de l'autorité de l'État au moment de la déclaration par les autorités nationales légitimes et légales de la libération des zones sous occupation. Article 4. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets depuis l'occupation de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Fait à Kinshasa le 8 novembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 novembre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur du cabinet. Monsieur l'abbé, ce n'est pas un pavé dans la mare, ça, pour ceux qui sont dans les partis sous occupation? Un pavé dans la mare, oui, comme vous le dites, un pavé dans la mare, mais un acte de souveraineté. Un chef d'État ne peut pas ne pas prendre une telle mesure. Si il est, comme il est le garant de la nation, il est le garant de l'intégrité de la nation et du fonctionnement des institutions. Il ne peut pas permettre qu'il y ait deux administrations parallèles. Aujourd'hui, quand vous entendez le côté rebelle, ils sont en train de pleurer. Hein, je regarde les histoires qu'ils publient, je veux savoir comprendre leur narratif. Je vois qu'ils sont en difficulté. Une chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes sur terrain encore. Nous avons nos églises. Tous mes confrères sont encore dans leur paroisse. Ils sont en train de me dire, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont posé ici tel ou tel acte. Mes amis de la société civile sont en train de le faire. Nos enfants qui sont en train de faire la résistance sont en train de le faire. Eh bien, ils nous disent que leur difficulté, c'est qu'eux-mêmes ne savent même pas payer leurs agents. Et donc, ils attendent l'État. Je me rappelle d'une phrase prononcée par un ancien gouverneur rebelle qui a vu une crevasse quelque part sur une route. Il a dit non. Celui qui n'est pas l'État ne peut pas construire ça. Hein? Ça signifie quoi? Ça signifie que eux, aujourd'hui, s'ils attaquent seulement les zones minières, les zones aurifères du nord et du sud Kivu, les zones où on extrait, c'est parce qu'ils ont besoin de financer à travers les taxes, c'est vrai, mais aussi à travers la prédation des minéraux. Ils ont besoin de financer leur rébellion. Et pour payer leurs agents qui sont en train de recruter, ils doivent avoir de l'argent. Or, il n'y en a pas. Quand vous posez la question à tout le monde, dit, les policiers qu'ils ont pris, vous savez qu'ils sont tous en train de trouver la manière de fuir. C'est parce que la situation est intenable. C'est pour dire aussi à mon peuple de garder espoir. Des gens qui n'ont pas d'assises, justement. Il n'y a pas d'assises populaires, ils n'ont pas d'assises légales, personne ne les a invités à venir nous libérer, entre guillemets. Ils n'ont pas d'assises internationales parce que personne ne les a encore reconnus comme tels, même si on négocie avec eux, on nous a imposé cela, ça vous le savez. Mais aujourd'hui, si nous arrivons à des mesures fortes comme celle que le président de la République vient de prendre, nous savons que la négociation future, c'est de savoir que faire des gens qu'eux, ils ont recrutés. Ça montre qu'il y a un problème que nous allons devoir résoudre demain. Résoudre, ça c'est sûr. Honorable, un message aux populations qui sont sous emprise rwandaise, mais auxquelles le président de la République adresse ce message de réconfort, mais qui déclare
de nul effet les actes de justice qui seront posés sur ces territoires sous contrôle rwandais, sous occupation rwandaise, j'allais dire. Un message clair, c'est de savoir que l'État est là, l'État n'a pas disparu, l'État existe toujours et l'État a un représentant, a un garant. C'est le chef de l'État. Que ce soit en matière de justice, il faut qu'ils sachent que l'unicité, elle est là. L'unicité, elle est là. Et la justice, peu importe ce qu'ils peuvent faire là, moi, je leur demanderais d'éviter au maximum d'interagir. Il y a des fois où la population, en fait, elle est prise en otage. Ce n'est pas elle qui a eu à demander, il y a cette guerre. Des fois, elle est obligée de se soumettre à certains ordres parce qu'un porteur d'armes, c'est difficile de lui dire non. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens même qui sont contraints même à collaborer avec eux pour leur servir eux-mêmes. Mais on peut leur dire que l'État est toujours là. Nous avons eu un cas exemplaire, c'est au niveau des ex-États. On a eu à faire diplôme, mais il y a beaucoup de gens qui faisaient des blagues en disant non, si on doit dire qui est le chef de l'État aux examens d'État, il faut dire qui? Est-ce qu'il faut dire c'est Tshisekedi ou c'est Nanga? Aux enfants, ils ont leur posé la question là-bas. J'ai dit mais attention, il faut savoir le diplôme sera corrigé où? L'examen sera corrigé où? Et le diplôme sera signé par qui? C'est ça l'autorité de l'État. Et la justice aussi. En fin de compte, la justice, elle est rendue, ils doivent prêter devant une constitution. Oui. La constitution, elle est la même. Et le garant est unique. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que la population doit prendre son mal à patience. Mais c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller. Heureusement que cet acte a été posé parce que c'est la première fois depuis que tous ces systèmes de rébellion viennent qu'on voit une rébellion en face qui est en train de poser des pareils actes d'État. Or, à l'époque du RCD, nous étions là, mais il n'y avait jamais eu un tribunal, une mise en place d'un tribunal du RCD. Donc, cette rébellion est en train d'aller un petit peu plus loin. Et je pense que la réponse aussi, de notre côté, doit être aussi plus structurée et plus ferme. Et c'est déjà alors un signal qui a été Oui, c'est donc un signal fort. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais je crois que les magistrats qui ont été recrutés, ils connaissent la loi, ils ne peuvent pas se compromettre comme ils le font tout à l'heure. Ils savent que selon la Constitution, les jugements et les arrêts sont rendus au nom du peuple congolais et sont exécutés au nom du président de la République. Ils le savent. Et ils savent que les magistrats sont nommés par le président de la République, pas par une force concurrente. Ils le savent. Le fait de donner vie à ce genre de décisions participe également à asseoir le pouvoir illégal des occupants, et ils devront eux aussi, d'une manière ou d'une autre, rendre de compte à la République et faire face à la justice. Avant que nous terminions, nous allons prendre un message du président de la République. C'est un message qu'il a adressé aux jeunes de la République démocratique du Congo, mais spécialement aux jeunes des territoires sous occupation. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous.
La radio-télévision nationale congolaise est à vos côtés, jeunes du Nord et du Sud Kivu, mais elle est aussi avec vous, parce que Kivu Nabiso, c'est vous. Kivu Nabiso, c'est nous. Monsieur l'abbé Bala, nous arrivons à la fin. Un dernier message. Eh bien, je salue d'abord ces paroles qui nous sont allées droit au cœur. J'imagine bien nos jeunes qui sont en train de faire de la résistance là-bas, pacifique, vous savez, même sur Internet. Ils font des petits sketchs pour se moquer de ceux-là qui sont en train de les martyriser là-bas. D'autres sont vraiment en train de résister. Ça signifie que l'espoir n'est pas perdu. Si ils sentaient qu'ils étaient abandonnés par le pouvoir central, eh bien, on les jetterait dans les bras des autres là-bas parce qu'ils diraient « nous n'avons pas d'alternative ». Mais nous savons que nous avons une alternative. Nous savons que cette situation n'est que transitoire. Elle ne peut pas perdurer. Même ceux qui sont dedans, eux-mêmes d'abord, ils le savent très bien. Ils savent qu'ils ne peuvent pas refaire l'aventure de l'AFDEL, de faire les 2000 km jusqu'à... Ils savent que cela est impossible. Le contexte international a changé. Le contexte régional a changé. Vous l'avez entendu dans tous les discours qui ont été prononcés pendant le sommet de la CIRGL ici. Vous savez donc que tous comptent sur la République démocratique du Congo. C'est vrai, nous saluons tous ces accords qui sont en train d'être faits, notamment aussi l'accord de coopération régionale avec le Rwanda. Non, moi j'aurais voulu que ce soit avec tous les autres pays, pas avec le Rwanda seul. Je veux dire ceci. Nous ne pouvons pas singulariser ce qui est en train de se passer entre nous et le Rwanda aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aussi singulariser ce qui se passe avec ce groupe armé, M23, machin, M23, qui se passe là-bas, parce qu'il y a d'autres groupes. Parce qu'il y a d'autres groupes armés, parce que nous avons d'autres défis. C'était le sens, c'était... Ituri, oui. Parce que nous parlons ici de Kivu Nabiso. Nous devrions aussi parler de Ituri Nabiso, parce qu'on est en train de tuer là-bas. Vous avez vu les derniers massacres, hein, le dimanche même, pendant qu'on était le lundi, ils ont massacré dans cette nuit des femmes qui venaient d'accoucher, etc. Donc, si nous sommes en train de parler de Kivu Nabiso, nous voulons que ce soit tout notre territoire, surtout les territoires de l'Est qui sont convoités, qui soient conscients que la nation entière est derrière leur souffrance et veut que cela cesse. C'est le message que je leur lance, le message d'espoir en disant qui vous est tout, habata ikamata. L'avenir est radieux. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, honorable Ayobangira. Nous sommes en train de terminer. Vous êtes député. Je vais revenir sur un point un plus précis. Vous avez parlé de votre collègue qui a initié une loi dans le sens de mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui ont participé à ces rébellions, à ces différentes rébellions, et faire en sorte qu'ils soient mis hors les circuits officiels, qui ne peuvent pas accéder au pouvoir, ils peuvent pas accéder à des fonctions officielles parce qu'ils ont participé à une rébellion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle initiative de loi devrait être accélérée pour que votre chambre puisse la couler directement en force en une loi que le président promulguera? Oui, c'est une étape que nous sommes en train de voir parce que nous avions fait au niveau de l'Assemblée une résolution. Je pense que ça, c'était notre niveau, ça serait une loi. Et je pense que nous allons essayer de travailler en collaboration avec les gouvernements, bien sûr avec ce qui se passe au niveau des Doha. Mais ce qui est là, c'est qu'il faut mettre fin à ces cycles. À ces cycles et perpétuer, ça fait déjà 30 ans. Et là-bas, dit oui, et le contexte a changé, le contexte international a changé. Mais moi, je pense que surtout, le contexte national a changé. La population est fatiguée. Et je pense que la population même du Kivu est prête à supporter toutes ces souffrances, mais pourvu que ça soit la dernière fois. Pourvu que ça soit la dernière fois. C'est vrai, ils sont en train de vivre des situations atroces, ils sont en train de vivre une vie pénible, et les banques sont fermées, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ils se disent non, on ne peut pas avoir en durée toute cette souffrance pour qu'on recommence encore à zéro. Donc s'il faut aller au bout, allons jusqu'au bout, pourvu que ce soit la dernière fois. Il y a des gens de ma génération qui sont nés dans cette guerre, qui n'ont jamais connu de paix. Il ne faut pas que nous puissions éléguer cela. Et surtout, nous voudrons, à part une note d'espoir, moi je voudrais donner même félicitations au peuple du Kivu. Parce que si le Congo est toujours Congo, c'est grâce à eux.
c'est parce qu'eux ont refusé la balkanisation. On est revenu leur vendre un projet. Et c'est eux-mêmes qui devaient être les soi-disant bénéficiaires de cette balkanisation. Ce sont eux qui se mettent d'abord en contre-effort. C'est eux-mêmes d'abord qui les rejettent. Et c'est grâce au Kivu que le Congo est toujours le Congo. Merci beaucoup, honorable Ayobangira, pour ce message d'encouragement, ce message de foi. Merci beaucoup à l'abbé Bala. Je vous ai dit que lui, il est dans l'histoire de ce qui s'est passé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez senti, la justice, elle devra avoir lieu. Cette justice devra s'intéresser à tous ces individus qui se sont professionnalisés dans les différentes rébellions. Heureusement que l'accord cadre prévoit que la commission indépendante qui devra être mise en place, c'est chargée de questions de justice transitionnelle et autres, sera mise en place par le gouvernement de la République. Les négociations vont certainement s'enchaîner, mais de ce côté-là, nous pouvons être sûrs que la redevabilité sera au rendez-vous pour tous ceux qui se sont comportés indignement face à la République démocratique du Congo et au peuple de la RDC. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.